Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette présentation et pour cette invitation. Effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Autant tout de suite rompre le suspense. Je ne vais pas vous donner de réponse définitive sur cette question parce qu'il y a encore beaucoup à faire pour l'élucider, mais j'espère qu'on va pouvoir ensemble clarifier certains points. Je n'ai pas de lien d'intérêt sur le sujet, à part ma passion pour ce sujet. Je vous propose en fait d'explorer cette question autour de l'histoire d'une patiente que j'ai prise en charge. C'est une patiente qui a un trouble bipolaire de début tardif, avec un premier épisode dépressif caractérisé à 50 ans, mais dont l'évolution sur les 20 dernières années, puisqu'elle a aujourd'hui 70 ans quand elle est vue au centre de neurologie cognitive, est relativement banale, avec un trouble bipolaire de début tardif de type 2 à polarité dépressive prédominante, des épisodes assez nombreux, assez difficiles à équilibrer. Elle a fait un épisode sur les 20 dernières années dépressif caractérisé avec des signes de sévérité qui a nécessité une cure de CT qui avait été efficace. Donc, à part le caractère tardif, pas de doute particulier sur le diagnostic de trouble bipolaire. Aujourd'hui, elle est traitée par lamotrigine et hétéralite à visée thymorégulatrice et par ailleurs, elle a une ACFA qui est anticoagulée. Ceci pour introduire la problématique des troubles cognitifs chez les patients bipolaires. C'est la tarte à la crème habituelle. Une grande partie des patients bipolaires présentent des troubles cognitifs qui existent tout particulièrement durant les décompensations thymiques, mais qui persistent à l'euthymie avec, selon les échelles de dépistage ou les tests que l'on prend, jusqu'à 60% à peu près des bipolaires qui présentent une altération d'au moins une fonction cognitive. Le profil est bien connu, ce sont avant tout les capacités attentionnelles, les fonctions exécutives et la mémoire épisodique verbale, mais dans sa composante avant tout de récupération, qui sont anormales chez ces patients. Maintenant, ce qui se passe chez ces patients, donc ça c'est bien sûr les patients bipolaires à tout âge, y compris d'ailleurs chez certaines personnes en présymptomatique. Ce qui se passe avec le vieillissement, là c'est beaucoup plus incertain. On a déjà à cette deuxième diapositive des éléments conflictuels, puisque beaucoup d'auteurs ont plaidé pour un vieillissement cognitif accéléré chez ces patients, en particulier sur le plan des fonctions exécutives et attentionnelles, avec par exemple là tout récemment une étude sortie à la toute fin de l'année dernière, assez bien menée, mais une étude transversale qui a comparé des bipolaires jeunes et âgés à des contrôles jeunes et âgés, et qui montre un profil suggérant ce vieillissement cognitif accéléré. Pour autant, lorsqu'on fait des suivis prospectifs, et donc qui ne peuvent pas être extrêmement longs, on n'arrive pas à montrer, y compris jusqu'à 5 ans, ce déclin. Et donc ça pose le problème de savoir si ce qu'on attrape tardivement, c'est une sous-population, et si ce problème existe à l'échelle générale. En tout cas, en moyenne, cette idée du vieillissement cognitif accéléré est corroborée par ce que l'on voit sur l'IRM cérébral, avec en particulier une atrophie corticale qui est accrue, tout particulièrement dans les régions frontales et limbiques chez les patients bipolaires. On revient à notre patiente. Cette patiente, elle n'a pas seulement une plainte cognitive depuis 10 ans, elle a des troubles cognitifs qui s'aggravent très significativement depuis au moins 6 mois, et elle a récemment été hospitalisée dans un autre hôpital pour le bilan de cette altération cognitive. Ce qui s'est passé durant l'hospitalisation est très signifiant, puisqu'elle a fait un premier épisode confusionnel quand on a essayé de toucher à son traitement et d'augmenter le pramipexole. Ça s'est résolu lorsque le pramipexole a été arrêté. Et elle a fait un nouvel épisode confusionnel, encore un peu plus bruyant, lorsqu'on a tenté de lui mettre de la clozapine, qu'elle s'est déshydratée, qu'elle a fait une pyélonéphrite et donc un surdosage en lithium. Ça s'est amélioré un peu, mais lorsqu'elle m'a envoyé en consultation, elle a quand même un MMS à 4 et elle est, pour ainsi dire, ininterrogeable. Elle a des troubles attentionnels et un syndrome exécutif qui sont majeurs et qui retentissent sur toutes les fonctions cognitives, jusqu'aux fonctions instrumentales, avec un manque du mot qui est très important, une apraxie visio-constructive, des troubles visio-spatiaux. Elle n'arrive pas à attraper la feuille. Son imagerie montre une atrophie corticale qui est diffuse, sévère pour l'âge, qui prédomine peut-être un petit peu dans l'hémisphère gauche. Bien sûr, se pose la question très très fortement, voire même la plupart des médecins auraient la conviction que cette dame-là a une maladie neurodégénérative.
Et en fait, ça prend sa source dans des données très abondantes. Dès 1904, on parlait des démences vésaniques. On sait de très longue date que les patients avec une maladie psychiatrique, tout particulièrement les patients bipolaires, sont à risque augmenté de développer un trouble neurocognitif majeur, une démence, et ce surrisque a été évalué, selon les études, entre 2,36 à 7,52, autour de 3 dans les méta-analyses. Le mécanisme est débattu, raison pour laquelle on a cette conférence aujourd'hui, avec d'un côté les tenants de la neuroprogression, l'idée que l'accumulation des épisodes thymiques et les phénomènes éventuellement neuro-inflammatoires et excitotoxiques associés pourraient entraîner une souffrance cérébrale qui accentuerait la maladie dans tous ses aspects, y compris dans les aspects cognitifs. Neuroprogression qu'on peut rattacher à cette idée de vieillissement cérébral accéléré, alors que d'un autre côté, il y a les tenants d'une plus grande susceptibilité à certains processus neurodégénératifs qui sont sous-tendus par des éléments biologiques, les anomalies sur la voie GSK3, les niveaux diminués de progranulines chez ces patients. On n'a pas pu beaucoup avancer jusque-là parce que on était un peu dans la même situation que le diagnostic psychiatrique. On faisait des diagnostics cliniques pour nos pathologies démentielles, et quand on a une autre pathologie, entre autres psychiatrique, très bruyante, ça va teinter le phénotype et on n'aura plus du tout confiance dans les symptômes que l'on explore. Aujourd'hui, on dispose de biomarqueurs, de plus en plus de biomarqueurs qui permettent d'avoir des éléments un peu plus solides pour la partie neurologique, pour qu'on soit tous sur la même page. On va commencer par la maladie d'Alzheimer, puisque quand quelqu'un de 70 ans a des troubles cognitifs sévères, ne serait-ce que par argument de fréquence, et surtout quand on ne peut pas tellement faire confiance au tableau clinique, c'est la maladie d'Alzheimer qu'on va évoquer en premier lieu. Cette maladie, aujourd'hui, elle a une définition qui est avant tout biochimique, définie par l'accumulation de peptides amyloïdes et de protéines tau hyperphosphorylées dans le cerveau. Et on peut approcher cette neuropathologie en utilisant des biomarqueurs. Historiquement et en pratique clinique, la ponction lombaire, on arrive rapidement en ce moment au plasma, mais ça n'est pas encore transféré à la pratique clinique. En faisant cette ponction lombaire, on va pouvoir obtenir un reflet de chacune des 3 composantes principales du processus pathogène, et avec une très bonne sensibilité spécificité de l'ordre de 95%, établir un diagnostic avec preuve biochimique. Aujourd'hui, c'est connu sous le nom de classification ATN, A pour amyloïde, T pour tau et N pour neurodégénérescence. Pour autant, il n'y a pas grand-chose qui a été fait avec ces biomarqueurs jusqu'à peu. Une seule étude utilisant ces biomarqueurs dans le LCS qui a été faite sur des petits échantillons et en utilisant les valeurs absolues sans s'intéresser à cette classification, qui montre que les bipolaires ont des valeurs de biomarqueurs qui sont dans le range des patients contrôle. L'idéal, c'est d'avoir de la neuropathologie. On a une seule étude neuropathologique avec 11 patients, dont 6 seulement avec un trouble neurocognitif majeur. Cette étude, elle nous dit qu'il n'y a pas de maladie d'Alzheimer dans ces 6 patients. C'est pas sûr qu'on en conclue grand-chose. Nous, on s'est intéressé au sujet. On a fait une étude multicentrique sur 5 CM2R français. On s'est dit qu'une bonne manière d'approcher le sujet, c'était de demander si ces centres avaient vu des patients bipolaires dont ils avaient jugé les troubles suffisamment importants pour justifier une ponction lombaire, en se disant que comme ça, on avait une population homogène qui faisait sens du point de vue de la pratique. On a récupéré 78 patients qui avaient une ponction lombaire pour dosage des biomarqueurs, et on a une réponse sans appel, c'est que sur cette population, il n'y a que 10% de patients qui ont un liquide cérébrospinal en faveur d'un processus de type Alzheimer. À titre indicatif, en moyenne dans les centres mémoire tertiaires, c'est de l'ordre de 30-35% de résultats en faveur de la maladie d'Alzheimer chez les gens auxquels on fait une ponction lombaire. Donc c'est plutôt un faible taux, et ça montre qu'en tout cas, au moins 9 patients sur 10 qui ont ce tableau clinique n'ont pas de maladie d'Alzheimer. En fait, quand on regarde d'un peu plus près le tableau de cette patiente, on a des éléments qui nous mettent la puce à l'oreille. Cette dame, elle a une très mauvaise tolérance des psychotropes depuis plusieurs années déjà, avec déjà plusieurs épisodes confusionnels sous clozapine, sous kétiapine, avec également un syndrome extrapyramidal sous ces traitements, des problèmes de somnolence également qui fluctuent dans le temps, qui avaient très très fortement été favorisés par un traitement par benzodiazépine. Compte tenu de son tableau clinique, comme je la vois, l'examen n'est pas facile, mais elle a un syndrome parkinsonien qui est indéniable.
Je vous fais l'histoire rapidement, hein, je l'ai vue plusieurs fois, cette dame, et dans l'évolution, eh bien, elle s'est améliorée sur un plan cognitif suffisamment pour qu'on songe à la renvoyer à domicile. Donc forcément, je n'ai pas de MMS, mais elle devait aller beaucoup mieux. Malheureusement, elle a refait un épisode confusionnel à la faveur d'une infection Covid, avec une agitation, des troubles délirants associés à ces troubles cognitifs, et cette fois-ci qui a duré, puisque 4 mois plus tard, quand je l'ai revue, elle était toujours dans cet état-là. Ces symptômes que l'on vient de signaler eh bien, sont très évocateurs de la maladie à corps de Lévy, la deuxième démence dégénérative après la maladie d'Alzheimer, puisque parmi les signes cardinaux, eh bien, on a ces fluctuations de la vigilance et de la cognition et le syndrome parkinsonien spontané. Dès lors qu'on a au moins 2 éléments de ce type, on a une MCL probable. En fait, par expérience, c'est au moins 3 patients sur 4 qui ont ce genre d'histoire, qui ont reçu un jour un diagnostic de maladie à corps de Lévy. Mais en général, ces patients ont aussi vu un autre médecin qui a dit qu'il n'avait pas de maladie à corps de Lévy, donc tout le monde est perdu. Néanmoins, il y a beaucoup d'éléments qui réunissent les alpha-synucléinopathies, donc ces pathologies caractérisées par la présence de corps de Lévy dans le corps cellulaire des neurones, corps de Lévy qui sont constitués d'accumulation d'alpha-synucléine hyperphosphorylée. En particulier, on a bien documenté dans la littérature sur des études de registre que quand on est bipolaire, on a un surrisque de recevoir un diagnostic de maladie de Parkinson qui est de l'ordre de x3 là aussi. On a aussi trouvé qu'une certaine proportion des patients bipolaires âgés avaient une dénervation dopaminergique sur le DaT-scan. Il y a également quelques case reports qui ont commencé à être publiés ces dernières années sur des maladies à corps de Lévy survenant chez des bipolaires. Tout ça est très cohérent avec ce que l'on trouvait dans notre cohorte, puisque vous voyez que plus de 50% de nos 78 patients avaient un syndrome parkinsonien, dont plus de 10% qui n'avaient jamais reçu de traitement par neuroleptique. Près de 50% des patients rapportaient des fluctuations cognitives et un bon tiers s'était amélioré. Il y a une inversion, excusez-moi. C'est un bon tiers qui s'était amélioré au fil du suivi. Cependant, pour cette hypothèse d'une maladie à corps de Lévy, cette dame, en la revoyant, en rediscutant avec les psychiatres, en insistant pour que elle reçoive un traitement un peu plus fort, même si elle n'était pas bien cognitivement, éventuellement des sismothérapies, on a fini par, en tentant l'amilsulpride après plein d'autres traitements qui n'avaient pas fonctionné, la transformer. Puisque, en quelques semaines, après ce traitement par amilsulpride, elle est revenue quasiment à la normale, avec une MoCA à 28 et quelques semaines plus tard, un bilan neuropsychologique qui était, pour ainsi dire, normal, juste quelques éléments dysexécutifs, une mémoire verbale qui était parfaite. J'aimerais bien avoir ces scores de RLRI à son âge, pas de troubles visio-spatiaux, visio-constructifs qui sont très attendus dans la maladie à corps de Lévy. Son DaT-scan était normal et son TEP scanner montrait un hypobétabolisme frontolatéral gauche qui est peut-être le reflet de son atrophie un peu asymétrique. Se pose la question, donc, chez ces patients, vu qu'on a l'air d'avoir, un phénotype quand même assez réminiscent, de savoir si ils ont quand même une forme d'alpha-synucléinopathie, une maladie à corps de Lévy, ou si en fait ils ont quelque chose qui y ressemble, et auquel cas ça serait très intéressant puisqu'on aurait des mécanismes communs à explorer pour chacune des maladies. Grosso modo, est-ce que c'est des cerfs-volants? Ils sont pas tout à fait pareils, mais c'est quand même la même espèce. Ou est-ce que c'est comme ici une guêpe et au-dessus ça s'appelle un cirfe ceinturé? Ça ressemble beaucoup à une guêpe, mais c'est une sorte de mouche en réalité. On a prolongé, puisqu'au fil du temps et avec cet intérêt, quand il y a un neurologue qui s'intéresse à ces patients, ils affluent. J'ai une file active d'à peu près 70-80 patients bipolaires de ce type, et on a étudié plus finement le phénotype de type maladie à corps de Lévy chez ces patients-là. J'ai pas le temps de beaucoup développer, mais on confirme bien que 3/4 des patients valident les critères de maladie à corps de Lévy, mais quand on les regarde de plus près, vous voyez que le profil, quand on s'intéresse par exemple aux hallucinations visuelles, aux problèmes d'équilibre, aux cauchemars, n'est pas superposable entre les deux. Il y a des similitudes, mais aussi des différences importantes. L'atrophie visuellement, c'est pas des analyses quantitatives, est également différente, et de même pour le DaT-scan.
suggère, bien que rien ne soit tranché, que peut-être on est plutôt dans cette situation d'une phénocopie. Et en tout état de cause, pour le bien des patients, je pense qu'à ce jour, il ne faut surtout pas leur donner de diagnostic de maladie à corps de Lévy. C'est pour ça qu'on propose ce terme de phénocopie, comme ça existe pour les démences frontotemporales, de manière à rester descriptif. Ils ressemblent à des maladies à corps de Lévy, on ne sait pas ce qu'ils ont. Et en fait, si on y regarde bien la littérature sur bipolarité et Parkinson, peut-être qu'on est dans une situation similaire, puisque je vous ai dit, c'est des registres. Ça veut dire qu'un médecin un jour a dit qu'ils avaient une maladie de Parkinson, mais les études un peu plus sérieuses qui ont été faites montrent que le phénotype de la maladie de Parkinson est modulé par la bipolarité. Donc peut-être que c'est le phénotype qui est modulé par la bipolarité, ou peut-être qu'ils ont quelque chose qui ressemble à la maladie de Parkinson, mais qui ne l'est pas tout à fait. On va essayer d'avancer là-dessus avec un projet l'an prochain en collaboration avec le laboratoire du docteur Cadrillo à Lyon, puisque on a maintenant un biomarqueur de la maladie à corps de Lévy, un système de RT-Quick qui utilise les propriétés prions de l'alpha-synucléine et qui permet de détecter la présence de cette alpha-synucléine anormale, avec le Graal qui sera, d'avoir la neuropathologie, mais le problème, c'est que ces patients-là, il n'y a pas de cohorte, donc c'est très difficile. L'association France Parkinson a accepté qu'on inclue des patients bipolaires de ce type dans notre cérébrothèque française, mais certains donnent leur accord, mais fort heureusement pour eux, ils ne sont pas morts à ce jour. Pour finir sur cette question des maladies neurodégénératives, on a fait une étude qui est en cours, c'est des résultats de la semaine dernière, en prenant les résultats TEP de patients bipolaires, 32, qui présentent ce tableau-là, qu'on a comparé à des bipolaires, à des patients contrôle âgés de la cohorte Memento, donc avec bien phénotypés, avec une plainte cognitive dont on sait qu'ils n'ont pas de démence. On a pris des contrôles appariés, maladie d'Alzheimer, MCL, DFT, qui valident notre méthode, puisqu'on retrouve pour la maladie d'Alzheimer, pour la DFT, comme pour la MCL, les patrons d'hypométabolisme qui sont classiques. Et à l'échelle de la population bipolaire, on ne trouve rien. Ce qui ne veut pas dire que, au moment des épisodes cognitifs très importants, ils n'ont pas d'anomalie TEP. Il y en a parfois, mais quand on les prend à froid et en moyenne, il n'y a pas de patron qui se dégage, ce qui plaide encore contre peut-être un processus neurodégénératif ou un processus neurodégénératif prédominant. Du coup, est-ce que c'est l'évolution attendue de la bipolarité ou une comorbidité neurodégénérative? L'évolution attendue, probablement pas, puisque ça reste une minorité, bien qu'on n'ait pas de statistiques, ces patients qui développent un trouble neurocognitif majeur. Comorbidité neurodégénérative, en tout cas, probablement pas, possiblement pas, des principales maladies neurodégénératives que l'on connaît. J'ai pas parlé des grains argyrophiles qui sont trouvés dans les études neuropathologiques, parce que malheureusement, on n'a pas de moyens actuellement de les appréhender par la clinique. Deux hypothèses, la neuroprogression et l'existence d'une pathologie neurodégénérative, mais il faut probablement en ajouter d'autres. Une combinaison des deux, par exemple des patients qui ont une amyloïdopathie, qui n'est pas suffisante pour développer des troubles cognitifs, mais qui est, entre guillemets, une charge lésionnelle cérébrale et des éléments de neuroprogression. Peut-être aussi parfois des problèmes de diagnostic différentiel, Carole en parlera peut-être, mais certains patients avec une démence frontotemporale se présentent comme des patients bipolaires, ou même parfois avec une bipolarité, ou enfin peut-être il s'agit tout simplement d'une sous-entité, ces patients qui auront cette évolution parmi le spectre des troubles bipolaires. On ajoute à tout ça tous les facteurs confondants que l'on connaît bien, les ECT, le vieillissement physiologique, les prises de toxiques, les tentatives de suicide, la polymédication, et on se dit qu'il y a encore du travail à faire. Néanmoins, il y a quelques messages, je pense, qui ressortent de ce cas clinique et de la pratique. Il ne faut pas coller d'étiquettes à ces patients, surtout pas d'étiquettes neurodégénératives avérées, parce que sinon, on entre de manière très pratique, dans des grandes difficultés de prise en charge. Plus personne n'est à l'aise dans leur prise en charge. C'est des patients très JNPN, il faut vraiment discuter entre neurologues et psychiatres. Moi, je suis un neurologue qui passe assez souvent pour un fou, puisque je dis aux psychiatres de sismer les patients que je vois et qui ont des troubles cognitifs, mais le fait est que ça marche. Il faut limiter la iatrogénie, mais néanmoins, il faut les traiter activement, parce que un bon nombre de ces patients, quand ils sont confus, quand ils vont très mal sur un plan cognitif, c'est qu'en fait, ils ont un épisode thymique qu'on n'arrive pas à détecter derrière leur trouble cognitif. Pour un mot d'espoir et pour montrer que le cas que j'ai pris n'est pas à isoler, j'ai un patient, c'est un peu mon patient historique, celui qui m'a donné la passion pour ce sujet, bipolaire de type 1, extrêmement sévère. Il a dû faire au moins 30 hospitalisations depuis ses 20 ans. Il a eu un nombre innombrable de CT. Il est
toujours aujourd'hui, depuis 10 ans sous ECT d'entretien. Ce patient, je l'ai vu quand il a eu un MMS à 12, vous voyez, il n'y a pas trop de doute quand on voit ça que ce monsieur a une maladie neurodégénérative. Et pourtant, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est fou, ça a été vite alors que ça dure depuis 2014. Et j'ai vu qu'il avait du lepticure dans son traitement. Chouette, il y avait un truc à faire pour un neurologue. On a arrêté l'anticholinergique, mais j'ai aussi vu qu'il avait l'air d'être un petit peu déprimé. Donc j'ai dit, rapprochez les sismothérapies d'entretien. On a fait ça, et 2 mois plus tard, ce patient avait un MMS à 25, et aujourd'hui, il a toujours son MMS qui fluctue en fonction de son état thymique, en fonction des traitements que l'on essaie, entre 20 et 25, 10 ans après le début de ses troubles. Donc, je vous remercie pour votre attention, et je remercie aussi, bien sûr, toute l'équipe du Centre de neurologie cognitive et les jeunes qui travaillent avec moi sur ce sujet. Béatrice, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ça va rajouter au challenge de la présentation. Donc je remercie quand même les 2 orateurs précédents parce que vraiment c'était passionnant, merci. Et aussi parce que ça montre bien à quel point, effectivement, quand on est face à des patients qui présentent une dépression ou en fait des symptômes qui sont pas très typiques, eh bien, les diagnostics différentiels neurologiques peuvent être importants et nombreux. Et c'est pas simple et ça nous met un petit peu les idées un peu plus au clair, donc merci. Je vais donc effectivement faire le point moi aussi sur la question de l'association entre les troubles psychiatriques et puis le moment de la retraite, puisque c'était aussi dans le sujet du symposium, pour montrer que effectivement, donc on voit bien effectivement dans ce travail là qui est présenté en fait de review, qu'il y a vraiment une significativité importante entre le moment de la retraite et le début ou la décompensation de troubles psychiatriques anciens. Avec une répartition donc qui est assez importante alors dans les institutions où on va retrouver effectivement une prévalence des différents troubles psychiatriques de façon importante, que ce soit des états dépressifs, des états anxieux, des psychoses, des délires, des syndromes démentiels. Donc la répartition est sensiblement la même en fonction des EHPAD, des maisons de retraite, des logements foyers. En tout cas, une prévalence importante qui est un peu moins grande quand on prend en fait tous les sujets, c'est-à-dire ceux qui sont aussi en ambulatoire, qui ne sont pas institutionnalisés, mais quand même avec des chiffres qui sont plus importants que ce qu'on pourrait voir dans la population générale. Donc c'est un moment critique finalement de décompensation, avec particulièrement, et c'est ça qui nous pose souvent des problèmes, des éléments psychotiques qui sont encore plus élevés dans cette tranche d'âge que dans les tranches d'âge précédentes. Et toute la question des intrications des troubles bipolaires avec le retard diagnostique bien connu des troubles bipolaires, puisqu'on va pouvoir faire effectivement des diagnostics, y compris après 60-70 ans. Sur le plan clinique, en plus, on est dans des expressions cliniques qui sont un petit peu différentes de celles qu'on peut voir chez les sujets un peu plus jeunes, avec très peu de verbalisation, avec des formes cliniques. Vraiment, la dépression du sujet âgé, on le sait, c'est l'apanage des présentations cliniques un petit peu variables et pas très classiques, avec des formes hypocondriaques. La forme délirante, qui est vraiment celle qui va nous poser le plus de difficultés, puisqu'on va avoir l'habitude de gérer des mélancolies délirantes, des choses comme ça, donc avec des idées de préjudice, de persécution, de jalousie, des mécanismes interprétatifs, imaginatifs, hallucinatoires, plus rarement. Donc il faut vraiment être très sémiologique pour faire la part des choses entre de la présentation habituelle de dépression, donc qui va rester finalement dans notre champ psychiatrique très classique, ou alors ces mécanismes délirants, on vient de le voir, qui peuvent être un petit peu différents, et nous orienter vers des troubles neurologiques, en particulier démentiels ou pseudo-démentiels, puisque la présentation peut être aussi pseudo-démentielle, mais être cependant de l'ordre du trouble de l'humeur, vous le savez bien. Donc vraiment des intrications qui sont complexes et c'est pas facile de démêler tout ça. Je repartirai moi aussi d'un cas clinique finalement qu'on peut voir en consultation. Alors du côté psychiatrique cette fois-ci, un homme de 62 ans par exemple, directeur d'entreprise au moment de la retraite, qui a des antécédents de dépression à 3 reprises, traitement par des antidépresseurs, des antipsychotiques dans un but anxiolytique et hypnotique. Ce qui est peut-être un peu trop fréquent. D'ailleurs, en fait, j'en profite pour délivrer en fait ce message, probablement de la surprescription des antipsychotiques dans la dépression d'une manière générale. Et on voit bien effectivement qu'après, ça fait des présentations cliniques qui sont un petit peu confuses, et on va le voir encore plus après. Donc, de l'anxiété, des troubles de la concentration, des affects dépressifs, des idées délirantes de persécution. Donc là, c'est très psychiatrique.
Bien sûr, quand on examine notre patient, on va aller sur un domaine un peu plus neurologique, il faut absolument le faire, syndrome parkinsonien bilatéral asymétrique. Donc on se dit beaucoup et souvent en psychiatrie, c'est simplement les neuroleptiques. Il faut savoir dépasser effectivement ça pour faire un examen un peu plus complet. Et là, donc, on va prendre une note un petit peu plus neurologique, avec un troublement d'attitude, avec un regard parfois vide, des troubles du sommeil, de l'agitation, et puis une lenteur, et puis la perte de l'odorat depuis 7 ans. Bon, c'est des signes qu'on ne recherche pas en général en psychiatrie, mais qu'il faut savoir chercher dans la dépression du sujet âgé, parce que ça nous ouvre quand même vraiment des portes diagnostiques. Donc les synucléopathies, mais alors c'est vrai qu'en psychiatrie on a peu l'habitude de se servir de ce terme-là. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'était un petit peu présenté par le premier des orateurs. Je vais refaire une petite synthèse quand même du côté psychiatrique pour comprendre un petit peu ce que c'est. Sur le plan physiologique, finalement, c'est une protéine neuronale qui va servir à plusieurs moments dans la vie en fait des vésicules synaptiques. D'abord pour le transit à l'intérieur de la synapse des vésicules, ensuite pour le remplissage, et puis après pour l'expulsion des neurotransmetteurs, ainsi que la migration des vésicules. Donc c'est un rôle physiologique très important, et sur le plan effectivement des synucléopathies, donc à partir du moment où il y a des anomalies, eh bien on va voir effectivement des agrégats qui vont se former. D'abord sous forme de binômes, puis après un petit peu plus importants, qui vont pouvoir prendre des formes différentes, soit en fait des formes cylindriques qui vont pouvoir transpercer la membrane et peut-être aussi diffuser d'un neurone à l'autre, et puis provoquer des anomalies membranaires et des afflux de calcium intracellulaire qui va être neurotoxique. Ou alors des neurofibrilles qui vont se concentrer, faire des agrégats et faire à la fin donc les corps de Lévy qu'on va retrouver donc de façon disséminée dans différents neurones. On pense que la diffusion en fait de la maladie ne va pas se faire au hasard, elle va se faire sur des neurones qui vont être vulnérables parce que certains semblent être résistants et puis d'autres pas, ce qui peut expliquer la diffusion qui n'est pas simple et qui est pluridirectionnelle. Donc cette synthèse en fait des synucléopathies, donc qui a été faite par Blanc récemment en 2017, ça doit être la même équipe que vous, et qui fait cette synthèse-là finalement qui est très simple avec les maladies à corps de Lévy, avec d'un côté effectivement les maladies à corps de Lévy avec troubles cognitifs légers qui vont se dégrader en démence, et puis de l'autre côté la maladie parkinsonienne qui, elle aussi, peut se dégrader en démence. Je mets un petit peu de côté les atrophies multisystémiques, parce que sur le plan clinique, finalement, il y a peu de confusion diagnostique, parce que la présentation neurologique est quand même plus claire. Alors, je vais essayer de dérouler avec le peu de temps qu'il me reste la clinique de la maladie à corps de Lévy, pour rappeler effectivement les critères cliniques diagnostic pour nous psychiatres pour essayer d'y penser avec des fluctuations psychiques, des moments de confusion essentiellement, puis des moments délirants mais qui sont fluctuants. Donc la fluctuation, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Au contraire, c'est un signe clinique actif, des hallucinations visuelles qu'on va quand même pas beaucoup retrouver finalement dans les formes mélancoliques délirantes typiques, avec des mécanismes qui vont plutôt être interprétatifs ou imaginatifs dans les formes dépressives classiques. Des troubles du sommeil paradoxal, c'est important à rechercher, puis des symptômes extrapyramidaux avec une sensibilité aux neuroleptiques qui est tout à fait significative, des chutes, des instabilités, enfin voilà, tout cet environnement qu'il ne faut pas rationaliser pour des patients en fait qui vieillissent et qui sont sous antipsychotiques, où on a vite fait, je trouve, moi le premier souvent, donner à passer sûrement le traitement, etc., etc. Il faut aller chercher un petit peu plus loin. On peut retrouver des biomarqueurs, je ne vais pas les détailler ici, pour essayer d'aller sur le stade prodromal en fait de la maladie pour bien faire de la sémiologie. Donc on va avoir effectivement des phénomènes hallucinatoires, donc ça va être des sensations de passage, de présence, d'illusion. Donc avec l'impression de voir des petites choses sur le sol, et puis aussi très important à rechercher et très évocateur, les troubles du comportement en sommeil paradoxal, où on va essayer effectivement de les identifier, des fois par les aidants, donc par les conjoints, avec simplement ces très simples interrogations. Est-ce qu'il est somnolent dans la journée, ce qui signifie qu'il ne dort pas très bien la nuit?
Est-ce qu'il y a des moments où il va dormir plus de 2 heures dans la journée? Est-ce qu'il a le regard fixe de façon prolongée? Est-ce qu'il a l'impression d'avoir des moments de la pensée qui ne sont pas très logiques, avec des moments de désorganisation, et puis surtout aussi des moments de sommeil où il va vivre son rêve de façon très agitée, voire de façon un petit peu violente? Ça doit vraiment nous orienter vers des maladies à corps de Lévy. Le Parkinson, on connaît sûrement un petit peu plus. C'est aussi quand même l'apanage des formes mixtes entre des symptômes moteurs et puis des symptômes non moteurs, avec une fréquence importante de la dépression, on le sait, avec des facteurs de risque qui sont connus, qui sont liés finalement au sexe féminin comme d'habitude, aux antécédents de dépression, à l'évolution de la pathologie, aux fluctuations motrices. C'est aussi le lieu des overlaps cliniques, avec beaucoup de difficultés finalement dans les diagnostics. Donc il faut vraiment aller sur des items très psychiques, non pas moteurs, non pas des impressions générales cliniques, mais vraiment sur les idées négatives, sur la perte d'intérêt et sur les pensées pessimistes. Et puis le gros diagnostic différentiel, on en a déjà parlé, mais c'est un diagnostic différentiel, c'est l'apathie, que je ne redétaille pas non plus parce que ça a déjà été fait. Et puis la question de savoir à quel moment est-ce qu'on examine des patients en fait, qui souffrent de Parkinson, puisqu'il y a des off thymiques qui sont liés au traitement dopaminergique. Et donc il faut pouvoir peut-être voir les patients à plusieurs moments. Un mot rapide aussi sur la psychose parkinsonienne, qui est aussi particulière. Alors plus tard finalement dans l'évolution, on voit dans ce petit schéma sur la droite que quand on commence à avoir les symptômes psychiatriques très sévères, eh bien ce sont quand même des symptômes qui sont évocateurs d'un risque de décès dans les 5 ans. Donc c'est vraiment des symptômes qui sont un peu tard dans l'évolution et qui sont peut-être un petit peu plus typiques. Là, encore une fois, on est vraiment sur des hallucinations plutôt visuelles, donc qui se différencient vraiment de la mélancolie. Bien qu'on peut avoir effectivement des formes mélancoliques chez les patients parkinsoniens qui complexifient encore un petit peu le tableau avec des associations effectivement qui ont été très bien démontrées entre les troubles bipolaires et puis les Parkinson, avec une prévalence importante finalement de ces symptômes. Là aussi, on va avoir des phénomènes hallucinatoires mineurs qui sont bien différents de ceux qu'on va voir dans la mélancolie délirante ou dans la dépression, avec des petits objets qu'on va voir la nuit. Et puis, il y a une bonne critique. Et donc la sensation de présence, le syndrome de l'ange gardien, sont vraiment critiqués en fait par le sujet, à la différence en fait de ce qu'on voit classiquement en psychiatrie. Et donc, pour finir, bien écoutez, simplement pour rappeler les intrications vraiment importantes entre tous ces troubles, qu'il faut vraiment faire de la sémiologie, aussi des examens complémentaires assez rapidement, avec des examens globaux psychiatriques et neurologiques, et ne pas surprescrire les antipsychotiques chez les patients qui n'en ont pas absolument besoin, me semble être une bonne règle de santé publique. Voilà, je pense avoir tenu à peu près le temps. Je vous remercie.